Je reçois l'honorable Mike Moukibaye, cadre d'Ensemble pour la République de Moïse Katumbi, cadre de l'opposition. Nous allons parler, établir, analyser, décrypter l'entérinement de l'accord signé entre la RDC et le Rwanda sous la médiation des États-Unis. Quelle est la réaction de l'opposition? Est-ce que l'opposition prend acte? Comment est-ce qu'au niveau d'ensemble, ils sont en train de réagir? C'est vrai, Moïse Katumbi avait salué cet accord, mais est-ce dans l'opinion, cet accord passe ou bien ça casse? Honorable Mike Moukibaye, c'est toujours un vif plaisir de te recevoir, mais sauf qu'aujourd'hui, tu as un peu dans moi, l'ingala, peu moins d'abou, tellement tout le bel makambo accord, trop de Français, pour comprendre vraiment tes concepts, on est belé belé nakati. Mais déjà, la santé, ça va. Oui, Dieu garde ses enfants. Alors, honorable Mike Moukibaye, au niveau d'Ensemble pour la République, même avant l'enterrement, Moïse Katumbi avait été d'accord vis-à-vis de cet accord, s'est montré en tout cas très positif. Est-ce que c'est toujours le cas ou bien... Oui, nous restons favorables à cet accord, nous l'avons dit. Vous ne pouvez pas vous opposer à un accord de paix, même s'il est bancal à certains endroits, mais il a au moins l'avantage d'amener les belligérants à accepter le principe de cessation des hostilités. C'est en cela que l'accord est pertinent et qu'il y a lieu de le soutenir. Mais le soutenir pas en fermant les yeux sur les autres aspects qui ne prennent pas en compte les intérêts du Congo. Et ces aspects-là sont nombreux. Je me demande comment Félix Tshisekedi ou sa représentante Thérèse Kayikwamba a pu mettre sa signature, apposer sa signature au mois de juin sur cet accord-là. Et qu'est-ce qui dérange un peu de mots dans cet accord? Et là, on y a semblé d'accord. Ce qui dérange, c'est avant tout cette disposition de l'accord qui a conduit à la mise en place du, comment ils appellent ça, du cadre d'intégration économique régionale. Nous étions partis à Washington pour régler des questions de sécurité. Exactement. Et c'est donner des garanties mutuelles que nous allons chacun de son côté assurer la sécurité à sa frontière, à ses frontières, pour qu'il n'y ait pas de belligérants incontrôlés qui dérangent le voisin. C'était ça. Exactement. Alors, Tshisekedi a commis la maladresse d'y amener à un Trump qui est un monsieur affairiste, d'y amener le fameux deal minerai contre la sécurité, que Trump a retourné contre nous. Quand j'ai dit... Trump a retourné contre il a retourné ces deals-là contre nous. En fait, Tshisekedi s'est retrouvé devant un fait accompli. D'abord, quand vous prenez Trump, vous faites confiance à ces médiateurs-là? Regardez tous les conflits dans lesquels il s'est engagé. Le président des États-Unis. Non, attendez, le président des États-Unis ne signifie rien. Quand il ne prend pas en compte les intérêts de mon pays, à moi, je me dresse contre lui. Regardez comment il a voulu régler la question à Gaza. Oui. Au mépris de l'humanité. Il a amené un rêve fou. C'est un promoteur immobilier qui pense qu'on peut construire des immeubles partout. Il a dit qu'il va faire des Gaza à la Côte d'Azur. De ce côté-là, il a même proposé la délocalisation de la population. Vous vous imaginez quel mépris au profit d'un projet immobilier. Le monde entier s'est levé et donc il avait en tête l'idée de déplacer plus de 2 millions de Gazaouis. Une bonne partie en Égypte et en Jordanie. Il s'est même permis de mettre la pression sur les dirigeants de ces deux pays-là pour qu'ils acceptent de recevoir cette population. Vous voyez un peu sa façon de régler le conflit. En Ukraine, c'est pareil. Il pense que c'est l'occasion d'amener des hommes d'affaires de son obédience à investir en Ukraine. Il impose à l'Ukraine des conditions inacceptables. À la différence entre nous et l'Ukraine, que l'Ukraine, au moins sur le plan géostratégique, géopolitiquement, l'Ukraine joue avec l'Europe et que l'Europe la soutient. Exactement. Et que l'Ukraine, c'est comment trouver l'équilibre face aux États-Unis. Ici, Félix Tshisekedi n'a pas été capable de mettre en mouvement, en action, un seul levier. Donc, il se retrouve seul face à Trump. Et, encore pire, c'est lui qui propose ces deals-là.
Mais Mike, les fameux cadres d'intégration économique régionale. Regardez maintenant ce que ça représente. Ça signifie quoi ces cadres? le gouvernement dit que aussi longtemps que la paix Ça, c'est ça. Non, attendez. Ne nous enfermons pas dans de faux fouillants. Nous devons débattre de ces cadres-là aujourd'hui. Allons-y. C'est préalable, ça c'est un préalable réel, pratique. Si la paix n'est pas conclue, si l'accord de Washington n'arrive pas à son aboutissement total, ben, il faut considérer l'accord de Washington toujours de pair avec Doha. Ça marche ensemble, c'est lié. Si le 2 n'arrive pas à terme, il est difficile, peut-être même impossible de passer à la mise en place effective, au fonctionnement effectif du cadre. Ça, nous l'acceptons tous. Mais cela ne nous permet pas déjà à ce stade, cela ne nous empêche pas déjà à ce stade de trouver que ce cadre-là qui est mis en place ne profite pas à la RDC. Je vais y aller de manière concrète et puis on va revenir à l'accord de Washington et le reste. Allons-y, mec. Ce cadre, qu'est-ce qu'il propose? Jamais on t'a dit qu'est-ce que le Rwanda met dans le panier. Personne ne te l'a dit. Ce cadre propose qu'en fait, en réalité, des investisseurs américains passent par le Rwanda et finalement pour venir investir dans les mines de l'Est. Les mines de l'Est, ce sont les 3 minéraux stratégiques qu'on appelle les 3T. Tungstène, étain et tantal. OK? Donc, ils vont s'installer. Ces minéraux sont classés aux États-Unis comme essentiels à la sécurité nationale et économique de la première puissance mondiale. Et ils arrivent au Rwanda. Et à partir du Rwanda, c'est là que des montages sont mis en place, que des intérêts rwandais, des intérêts pas concrets, hein, fictifs apparemment, vont se greffer aux investisseurs américains et puis finalement arriver en République démocratique du Congo. Et quand le produit est extrait, le Rwanda les transforme à partir de chez lui avant l'exportation vers les États-Unis. Donc on parle même de l'encadrement partagé de la plus-value. Je me demande, cette plus-value que nous allons offrir au Rwanda, c'est en contrepartie de quoi? Donc le Rwanda veut devenir un hub de transformation des minéraux stratégiques avec des matières premières de la République démocratique du Congo. En contrepartie de quoi? Mais pendant ce temps, pendant que le deal là est mis en place, les cadres d'intégration économique régionale, le Rwanda, lui, il est déjà en bilatéral, de manière conventionnelle avec les États-Unis. Le Rwanda vient d'exporter sa première cargaison de tungstène vers les États-Unis en septembre dernier. En septembre dernier. Donc ils sont en convention, ils exportent déjà. Le Rwanda exporte déjà. Mais le Rwanda a exporté avec Trinity Metals. Ils ont trouvé ça où? Mais ils ont une production, non, chez eux, certifiée que c'est chez eux avec une traçabilité claire. Vous savez que quand Boulot s'est passé par ici, finalement il est allé au Rwanda, il est allé visiter l'usine là. Donc ils ont exporté du tungstène à partir de chez eux pour les États-Unis. Et ils sont déjà engagés dans un contrat bilatéral. Alors moi je n'y comprends rien. De notre côté, il y a ces fameux cadres d'intégration économique régionale. Oui. Et sur le bilatéral, nous ne sommes pas engagés dans un contrat avec les États-Unis. Finalement, ces fameux deals minéraux contre sécurité, qu'est-ce qu'on en a fait? On parle maintenant d'un accord stratégique. C'est quoi l'accord stratégique? Les États-Unis sont en train d'explorer, où ils peuvent mettre de fonds. On parle d'Inga, de Ruzizi. Ouais, ça ne signifie rien en fait en réalité. Et en contrepartie, eux vont obtenir des permis d'exploration. Ils vont commencer, ça peut prendre 3-4 ans. Donc rien de concret d'ici 4-5 ans entre les États-Unis et nous. Rien de concret. Et mais dans l'entretemps, on nous demande à nous de faire transiter nos minéraux par le Rwanda pour que le Rwanda devienne un hub de transformation. Et Félix Tshisekedi appose sa signature. Alors maintenant dans le secteur du tourisme. Le Rwanda est très avancé dans le secteur touristique. Je crains que ce que j'ai dit là n'irrite certains, mais c'est cela la réalité. Le Rwanda l'année passée a enregistré 1 300 000 visiteurs chez lui. Nous, chez nous, on n'en a pas enregistré un seul. D'ailleurs, il n'existe même pas de structures appropriées d'accueil des touristes ici. Même pas les moindres dépliants. Comme ça, qui répertorient les sites touristiques. Nous n'en avons pas. Rien du tout.
Alors, pour remarquer qu'en fait, ce sont des choses qui se font à tâtons, cette affaire de cadre d'intégration économique régionale, on est parti sur la base de tous nos 10 parcs à mettre dans le panier pour la coopération dans ce secteur-là avec le Rwanda, pour aujourd'hui finalement conclure à seulement un seul parc de chez nous, le parc Virunga, qui est transfrontalier, qui est à cheval sur la frontière avec le Rwanda, qui va jusqu'au Rwanda, mais appelé de l'autre côté parc de volcan. Et donc, alors, qu'est-ce qu'on nous demande, nous? Non, nous allons maintenant collaborer avec le Rwanda. Ça signifie quoi? Ça signifie que ce sera le Rwanda qui sera la porte d'entrée, surtout que lui reçoit déjà des centaines de milliers de visiteurs. Donc, dans le marketing rwandais, Kigali présentera le parc de Virunga. Et comme le pays est stable, et la logistique qui y est, tout y est, pour permettre aux touristes de se sentir à l'aise, donc les touristes débarqueront à Kigali pour venir visiter le parc de Virunga en aller-retour. Qu'est-ce que ça signifie en réalité sur le plan des chiffres? C'est que les touristes qui débarquent à Kigali avec $2000, il arrive à Gisenyi, il s'installe à Gisenyi, à la frontière au Rwanda, à la frontière avec la RDC. C'est là-bas qu'ils dépensent l'argent pour l'hébergement, pour la restauration, pour des souvenirs. Et en République démocratique du Congo, il fait un aller-retour en une journée. Il vient à 10 h, il visite le parc de Virunga, il rentre. Donc s'il avait $2000 à dépenser pendant son séjour, il va laisser $1700 au Rwanda, 100 ou $200 en République démocratique du Congo. C'est cela. Plutôt que de travailler à faire de Goma l'entrée à notre parc à nous. Ça va être Kigali. C'est injuste ça. Et vous savez, ça on m'a expliqué ça récemment par des experts. Il se trouve que dans cette espèce de gorille de montagne, espèce protégée, exposée au risque d'extinction, il y a là-dedans une autre espèce plus rare encore, qu'on ne voit que 2 fois l'année. 2 fois, j'ai oublié les noms scientifiques de cette espèce-là. Et cette espèce-là, elle est chez nous. Et donc, pendant ce 2 mois, il va y avoir un afflux massif de touristes qui vont passer par le Rwanda. Et chez nous, ils viennent qu'en aller-retour. Et ça, on a signé. Et on vous dit, ça ne sera pas d'application. Oui, ça va nous créer des problèmes demain encore. Surtout que Kagame a déjà, lui, déployé, lui a décliné sa logique. Sa logique, c'est quoi? C'est que le processus tient en 3 points. 1, le point sécuritaire, l'aspect sécuritaire, ce qui est repris dans l'accord de Washington. Il parle de l'aspect politique, ce qui doit être obtenu avec Doha, même si Doha est au point mort et qu'il faut peut-être demain le rebaptiser Luanda ou Lomé. Et puis il parle du troisième aspect économique. Il dit que les 3 doivent marcher ensemble. C'est déjà ça sa logique qu'il a déclinée. Et Félix Tshisekedi signe. Ça, c'est du côté des cadres d'intégration économique régionale. Mais revenons maintenant à l'accord à proprement parler. L'accord de Chine. Qu'y a-t-il des différences entre l'accord signé en juin et celui-là que Félix Tshisekedi est allé entériner? Qu'est-ce qu'on a célébré? J'ai vu qu'il a été reçu en triomphe. Quoi? C'est le même accord signé en juin que nous peinons à mettre en œuvre, non? En juin 2025, c'est le même. Nous peinons à l'appliquer. C'est cette partie c'est une partie de cet accord qui s'appelle Doha. Parce qu'il y a 2 passages qui recommandent dans cet accord aux belligérants, aux partis, qui recommandent même pas, qui fait obligation aux partis de soutenir l'aboutissement de Doha. Mais nous sommes bloqués. Doha est bloqué, l'accord lui-même est bloqué. Et le point le plus compliqué, là où les choses s'imbriquent, mais c'est au niveau de notre engagement, quand nous disons, oui, nous avons accepté la neutralisation des FDLR. Ben, ça devient très très compliqué. La neutralisation de FDLR n'est pas reprise dans le rapport, dans l'accord, mais c'est plutôt dans le CONOPS de Luanda. Ok. Soit c'est une partie les concepts de... Oui, c'est une partie de l'accord de Washington. Ok. Bon, alors nous nous engageons. Ok. Et en contrepartie, on va chercher une expression pudique. Le Rwanda, lui, va procéder à la levée des mesures défensives. Je ne sais pas ce que ça signifie. Déjà, le concept de neutralisation de FDLR n'est pas si précis. Je pense peut-être que dans les discussions entre les partis, on finira par avoir une même vue sur cette question. C'est quoi neutraliser? S'ils sont 2000, il faut tous les capturer, les remettre à la MONUSCO pour que finalement la MONUSCO le rende au Rwanda. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut les disperser. Ce n'est pas encore très très précis, parce que le Rwanda risque de dire à tout moment que la RDC n'en a pas fait assez. Ok? Mais ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est que quand on évalue l'accord de Washington, on oublie une chose, qu'il est lié
à Doha. L'accord de... C'est lié. Alors, je disais que souvent, quand on évalue Doha, à l'accord de Washington, on oublie qu'il est lié à Doha ou que Doha est lié à celui-ci. Donc, les choses s'imbriquent, s'enchevêtrent et s'entrelacent au niveau d'une intersection entre Doha et l'accord de Washington. Regarde, par exemple. Si l'une des négociations ne marche pas... Non, ça affecte l'autre. Ah, d'accord. Ça affecte l'autre. Regardez, par exemple, là, on parle dans l'accord de Washington, à travers les CONOPS, on parle de la neutralisation de FDLR. Mais à l'époque, quand ces CONOPS est établi et signé par les deux parties, à Luanda, c'est Kinshasa qui contrôle Goma et Bukavu. Yeah. C'est tous les contrôleurs aujourd'hui. En 2024. Alors comment Kinshasa, comment le gouvernement va opérationnaliser la neutralisation de FDLR dans une partie contrôlée par la FC-M23? Donc ça demande qu'il y ait un compromis avec la FC-M23. Yeah. Il faut parvenir à un cessez-le-feu et à un accord de paix. Sinon la FC va vous dire quoi? Que moi je ne cède pas mon territoire comme ça. Si jamais Kinshasa y met pied avec ses troupes, c'est fini. Il va s'y installer. C'est cela le problème. Mais comment ça s'imbrique. Donc c'est cela la réalité. Et comment expliquer que les cessez-le-feu est à plusieurs fois décrété, mais jusqu'à présent, aucune des parties... C'est là. Bon, à part parce que ça c'est un régime des justeurs, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont trouvé à des festifs dans ce qui a été signé à Washington. Mais l'élément clé maintenant, mais ce n'est pas un acquis. Mais nous pouvons un peu spéculer autour de cet élément. C'est que maintenant, là, Trump a parrainé officiellement l'accord avec l'entérinement par les deux chefs d'État, Félix Tshisekedi et Paul Kagame, à la Maison-Blanche. Ouais. Maintenant, il s'affiche comme le parrain. Alors, nous nous interrogeons, est-ce que cela va amener Trump à plus d'engagement en se disant que mon image est engagée et que là, je vais aller jusqu'au bout, exercer des pressions sur les deux parties pour pouvoir faire avancer l'application de l'accord. C'est cela peut-être le gain que nous pouvons obtenir. Si jamais Trump veut vraiment se comporter en parrain et être neutre pour aider à rétablir la paix dans l'Est. Mais on a l'impression qu'il est l'allié du Rwanda. Vous avez l'impression que Trump est allié, mais ils ont développé plus d'intérêt avec les Rwandais qu'avec nous. Et comment expliquer Trump vient de trouver un déversoir pour les migrants illégaux des États-Unis. C'est au Rwanda qu'ils vont être déversés. C'est important pour Trump. Il s'agissait de l'une de ses promesses de campagne. Et ne prenez pas les promesses de campagne de Trump comme celle de Félix, qu'il peut ne pas tenir. Lui, il est tenu de matérialiser ces promesses-là. Donc il y a ça, mais il y a déjà ici, je vous ai parlé de Trinity Metals qui traite avec une grande firme américaine sur le commerce de toilettes et qui a eu une première cargaison qui est partie. Il y a bien d'autres aspects. Savez-vous que le Rwanda est le pays le plus sûr dans l'Eastern Afrique? Et comment ça? C'est le pays. Le terrorisme a déjà frappé sérieusement au Kenya. Frappé sérieusement en Ouganda, sérieusement en Tanzanie. Chez nous, il s'est même installé, sauf au Rwanda. C'est le pays le plus sûr. Dans la lutte contre le terrorisme, notamment les Shebabs, dans la région. Ouais. Ils ont les services de renseignement le mieux organisés. C'est un pays sécrocratique. Au Zimbabwe pour neutraliser les... Ils sont en Mozambique. Ouais. Dans la lutte contre le terrorisme pour préserver des intérêts français. Ah, exactement. C'est un gisement gazier de 20 milliards de dollars. Ouais. Alors, apparemment, le Rwanda a développé des réseaux qui font que le monde les ménage un peu. Alors, c'est comme ça que j'ai dit que je ne crois pas beaucoup que Trump irait jusqu'à mettre mal à l'aise le Rwanda. C'est cela la triste réalité. Donc, alors ici, vous avez des gens, regardez là, ils ont reçu Félix Tshisekedi en triomphe, je ne sais pour quelle raison, les gens ne veulent pas réfléchir. Quand tu les écoutes tous, ils sont dans la propagande. La seule personne que je respecte, quand je veux apprendre un peu qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que le gouvernement pense, c'est Thérèse Kayikwamba. Elle est mesurée, elle dit des choses compréhensibles. Les autres, à commencer par le numéro 1, tous sont dans la propagande. Mais Mike, dans la politique politicienne. Et tant que journaliste, comment est-ce que vous analysez l'attitude du président lors de la signature? Il y a également une polémique là-dessus que le président... Non, moi je vous laisse plus, vous les journalistes, commenter. Je peux dire juste un mot. Ouais. Vous avez remarqué qu'il n'y avait pas d'enthousiasme chez lui.
Quand les autres, quand les deux autres ont... Mais ça dit qu'il a signé malgré lui, non? C'est comme ça que les joueurs s'interprètent, non? C'est que vous appelez les body language. Exactement. Celui-là, c'est body language. Lui, il ne trahit pas hein, les émotions profondes. Il révèle les émotions. Oui, le body language de Félix a révélé ses émotions profondes. Il a signé malgré lui. Vous avez bien vu qu'il n'a pas exhibé son document à lui. Et d'ailleurs, aujourd'hui, est-ce que l'accord est affiché sur le site du gouvernement? Tu peux aller les chercher là-bas? En tout cas, jusqu'à présent, non. Sur le site de la présidence? Non, jusqu'à Ah ben alors, ça signifie quoi? Un document de si haute portée, signé depuis avant-hier. Dis donc. Et de toutes les façons, on n'avait pas à le publier hier ou aujourd'hui. C'est un document signé depuis juin. Ouais. On devait l'avoir par des canaux officiels. Vous l'avez? A-t-il été discuté au niveau institutionnel exactement, ici, notamment au niveau du Parlement? Là, vous me coupez l'herbe sous les pieds. Est-ce les parlements devraient traiter la pas question oui, avant... il s'agit d'un accord. Parce que si on fait d'un accord international. Au Rwanda, cet accord est passé par les parlements. Mais c'est là aussi, cette procédure-là est de mise chez nous. Quand il s'agit des accords internationaux, il y a lieu de passer par l'intérieur. On pose la question à Tina Salam. Vous rigolez, vous voulez m'amener cette blague-là? Vous voyez quelle image de la République démocratique du Congo? Non mais attendez, mais vous voyez quelle image nous renvoyons? Elle dit, elle ment. Oh non, donc, non, elle ment pas. Bah alors, vous voulez rigoler ou quoi? Elle ne peut pas mentir quand même. Cet accord a été entériné quand? Pourquoi vous voulez, comme ça, ménager de gens qui se foutent de l'opinion publique, qui se foutent des Congolais? Ses supérieurs lui ont demandé d'aller mentir. Elle n'a pas du respect. Et lui et son supérieur et ses supérieurs, ils n'ont pas du respect pour nous. Elle ment. Comme on dit. Est-ce que tu peux encore remettre ce film-là de... Elle ment. Non, elle ment. Non, elle ment. Mais toi, tu es journaliste ici. Ça a été entériné quand on discutait quand? Elle l'a dit. Depuis les États-Unis, semble-t-il. De manière officielle ou non, il n'y a pas de manière. Ça a été fait. Le Parlement ne travaille pas en informel. Le Parlement va travailler de manière informelle. Ça signifie quoi? Hein? Pour l'entérinement d'un accord international. Elle ment. Son supérieur, ses supérieurs lui ont dit, va mentir. Elle a exécuté ça avec zèle. Elle ne se gêne pas. Elle n'a pas de remords. Pour elle, la page est tournée. Elle passe à autre chose. Elle est contredite par le président de l'Assemblée nationale. Mais qu'est-ce qui dit que cet accord n'est jamais passé par son institution? Vous vous rendez compte un peu? La conséquence, c'est quoi? Il n'y a pas de conséquences. Il n'y a pas de conséquences, parce que depuis que Tshisekedi est là, il marche sur la Constitution, il marche sur les lois de la République. Quelles conséquences il y a à tirer? Vous savez, pour vous pouvez avoir les meilleures lois du monde, vous amenez un peu de motifs du Congo. S'il n'y a pas de bonne foi, si les gens ne se sentent pas concernés par la loi, vous voulez quoi? C'est la force de la loi qui l'emporte. Pardon, c'est la loi de la force qui l'emporte plutôt que la force de la loi. C'est cela la triste réalité. Mais Mike Mukibai, comment expliquer que jusqu'à présent, personne ne répond à la question à quand les retours de la paix? On pose cette question. Non, la question, non, c'est vrai, ça c'est très compliqué. Ça c'est très compliqué. Et même moi je ne peux pas répondre. Mais il s'agit. Non, il ne faut pas tromper les peuples. Non, attendez, il s'agit d'un processus. Et c'est un processus soumis à plusieurs aléas, à certains caprices. À tout moment, les hostilités peuvent reprendre. Et en ce moment où nous parlons, exactement, tu le sais très bien que les hostilités ont repris depuis quelques jours avec intensité. Ça peut durer encore quelques semaines, on ne sait jamais. Le temps peut-être d'exercer des pressions ici et là-bas. C'est un processus. On ne peut pas se dire que ça durera une année. Ça peut aller au-delà. Ça peut faire une année, ça peut faire moins. Il y a bien d'aléas qu'il faut prendre en compte dans la mise en œuvre de cet accord. Aujourd'hui, le moment test, c'est de voir jusqu'où iront les troupes de l'AFC M23. Parce que nous connaissons un flottement. C'est ce qui est très grave. Donc, les Qataris se sont lavé les mains. Ils ont fait les ponces Pilate. Ils se sont rendus compte que ces Congolais-là peuvent rester sur une même affaire pendant 4 ans, parce qu'ils n'ont rien à faire d'autre que de tourner autour du pot dans leur vie. Nous, on n'est pas comme ça, on est des gens rationnels. On est sur un projet pendant 3 mois, on passe sur autre chose. Ils ont dit, allez, prenez votre patate chaude, allez chercher les Africains pour conduire ça. Et maintenant, jusqu'à ce jour, l'Afrique n'a pas encore levé d'option claire. Nous sommes dans un flottement, et l'S23 en a fait une opportunité pour
répandre les hostilités et peut-être chercher à gagner du terrain. Militairement, en se disant que Kinshasa n'est pas de bonne foi, pour l'obliger à négocier, il faut prendre le dessus sur le terrain militaire. On a l'impression que c'est cela, ce qui se passe. Mais c'est aussi ça qui est fondamental, c'est un moment test. On va voir comment va se comporter la communauté internationale. Parce que jusque-là, il n'y a pas de condamnation. C'est comme s'il y a un consentement, comme ça, tacite, pour dire, hé les gars, vous pouvez continuer. Donc nous attendons. S'il y a la chute d'une grande ville dans de ces 4 matins, ça va nous permettre de comprendre, nous prenons la voie de la paix ou la voie de la guerre. Si nous voyons que la communauté internationale reste silencieuse, c'est que l'option est celle-là. C'est dommage. Mais Mike Kebaï, quand Kagame dit que si cet accord échoué, ça ne sera pas la fin. Mais il a été franc, c'est pas. Vous voulez que Trump vienne faire quoi? Mais pourquoi les Congolais ne comprennent pas les choses? Il a été clair, il s'agit de vous deux. Il s'agit du Congo et du Rwanda. Alors là, vous, comme vous êtes dans un paternalisme éternel, on est des enfants, notre chef d'État n'a fait que se plaindre, il nous a contaminé cette... je vais appeler cette manière la plénite. Je ne sais pas comment je vais l'appeler. Hein? Ouais, mais on est comme ça. Mais alors, quand Kagame le dit, ça offusque les gens. Mais quoi de plus responsable de dire que ça nous concerne, nous deux? Ça ne concerne pas Trump. C'est pas les Américains qui... Mais c'est les médiateurs. Mais ce n'est pas son crédit à lui qui est engagé, c'est le crédit congolais. Ce n'est même pas le crédit rwandais. Le Rwanda perd quoi dans ces conflits? Il est chez nous. Il perd quoi? Alors on vous dit la réalité qu'il faut que nous traitions en toute responsabilité, vous et nous. Ah mais qu'est-ce qu'il veut? Il veut dire qu'il va tout foutre en l'air. Non, c'est cela la réalité. C'est entre le Rwanda et la RDC. Nous devons nous rassurer mutuellement. Je ne sais pas si nous nous comprenons. Et avec ces conflits armés, la méfiance s'est intensifiée et s'est cristallisée entre nous. Je ne sais pas si nous nous comprenons. C'est à nous, c'est pas à Trump. Trump n'a pas que le conflit RDC-Rwanda à régler. Hein? Il est sur le conflit israélien, en Palestine, Gaza, il est sur l'Ukraine. Lui-même aujourd'hui est rattrapé par l'affaire Jeffrey Epstein. C'est une affaire qui risque de l'éclabousser. Je ne sais pas, dans les révélations de ce qu'on attend, s'il y aura vraiment des choses compromettantes contre lui. Et puis, il a bien de choses chez lui dans son pays. Pourquoi vous voulez qu'il soit là tout le temps s'occuper de vous? Félix Tshisekedi nous a comme ça mis dans ces paternalismes. Il faut aller tout le temps pleurer. Ouais, nous, on ne nous aime pas. Ben, nous, les Rwandais nous attaquent. C'est quoi ça? Mais Mike, Kebaï, vous venez là de dire que les deux accords, ou soit les deux négociations sont liées. Mais les gens se posent également des questions. Pourquoi sur l'accord de Washington, ce n'est pas mentionné clairement que le Rwanda cesse son soutien à l'égard du M23? C'est mentionné que les deux parties cessent le soutien à l'égard des groupes armés. Ah, mais c'est ce qui... Mais il faut poser cette question à Tshisekedi. Lui qui s'est fait le champion pour nous interpeller, nous, pauvres opposants. En fait, quand lui, il échoue, il cherche à se consoler avec nous pour nous appeler, nous, à condamner l'agression. Ou je ne sais pas si c'est console ou il veut faire de nous un exitoire pour se défouler à travers nous. En tout cas, je ne comprends pas. Je remarque qu'ils n'ont pas pu imposer ces mentions-là. Ils n'ont pas pu. Mais c'est ça la diplomatie agissante. Voilà. Est-ce là, la faute n'est pas au médiateur qui doit être... Quel médiateur? Vigilant. Elle n'a pas à être vigilant. C'est chaque parti qui se bat pour faire valoir ses prétentions. Si vous êtes faible, vous voulez quoi? Vous voulez quoi? Non, on a donc l'impression, apparemment, selon cet accord de Washington, le Rwanda ne serait pas en soutien au M23. Mais écoutez, même quand on parle de la levée des mesures défensives, les mesures défensives veulent dire quoi en français? Selon le gouvernement, c'est le retrait des troupes rwandaises. Selon le gouvernement? Oui, c'est le retrait des troupes. Et selon les textes? Je ne sais pas. Et selon le Rwanda? Pourquoi cette ambiguïté? Parce que le gouvernement était incapable d'obtenir la mention retrait des troupes rwandaises. C'est un échec. Le gouvernement était incapable. Parce que quand vous parlez, mais incapable d'obtenir la transcription de cette mention-là en ces termes-là. Mais quand vous parlez de mesures défensives, vous savez qu'il y a quelque temps ici, la MONUSCO se plaignait, avant la prise de Goma par le M23, la MONUSCO se plaignait que l'aéroport de Goma, même vers Beni et tout ça, toutes ces parties-là, il y avait tout le temps de brouillage. La MONUSCO s'en plaignait. En fait, c'est à partir de la frontière que le Rwanda a opéré ces brouillages-là. Alors si le Rwanda vous dit, voilà, c'est ça, les mesures défensives. Et je vais arrêter donc ces brouillages-là.
C'est quoi la levée de mesure? Mais oui, je vous dis. Là, c'est bien dit. Oui, alors je vous dis. Donc, ils peuvent prendre un faux prétexte pour dire que non, c'est ça. Mais je vous dis, s'il y avait une presse ici, indépendante et sérieuse et responsable, mais il y a longtemps, il y a longtemps que Félix Tshisekedi se serait tué dans toutes les langues. Parce qu'il n'y a que de contradictions. Il n'y a que de contradictions. Mais alors, comme la presse l'accompagne, elle est là, elle l'accompagne, elle ne va pas d'intérêt. Même quand il se trompe, il n'y a personne pour l'interpeller. Diplomatie agissante. C'est ça. Il a toujours un double discours. Quand il est sur des plateaux à l'international, sur des tribunes, et quand il est avec sa fameuse diaspora qu'il va chercher dans tous les pays du monde. En Serbie, il a un discours pour la diaspora. C'est en tout cas pas ce qu'il va aller déclarer à la Maison Blanche. C'est toujours comme ça. Mais Mike, j'ai vu... donc bon, on a... je ne sais pas parler d'un militant, d'un sympathisant, mais il y a quelqu'un qui se présente comme proche de l'UDPS qui aurait accusé également Katumbi et Kabila de vouloir essayer un peu... Moi, je ne peux pas venir sur un plateau de télé mais chez toi. Dans l'opinion. Moi, je ne peux pas venir sur un plateau de télé chez toi. Attendez. Je ne peux pas venir ici accorder crédit à des petits délateurs. Mais ça passe dans l'opinion. Oui, mais écoutez, moi, je ne peux pas y répondre. Je ne sais pas, ça, c'est les réseaux sociaux qui permettent maintenant à n'importe quel kidam, de n'importe quel point du monde, d'ouvrir son téléphone, de se filmer, de dire n'importe quoi. Alors, les crédits d'y croire, je laisse les crédits d'y croire. Tu vois, moi, me donner la peine. C'est monsieur est dans la délégation. D'abord. C'est monsieur est dans la délégation. Les gens qui sont dans la délégation, ils ont quelle qualité? C'est ça, l'UDPS. C'est du ramassis. Comment ça? Vous voulez m'impressionner? Est-ce que c'est normal qu'un chef d'État se déplace avec une délégation aussi importante? Ils sont allés faire quoi là-bas? Ces types, attendez, mais moi je ne peux pas comprendre. Donc toi tu veux que je commente les propos? Non, attends. Je ne veux pas que vous commentiez. Attendez. Tu veux que moi je commente les propos de cet éberlué là, excusez-moi? Pardon? Ah ben je l'ai dit. Non, vous voulez... Vous voulez quoi? Écoute, ne ramenez pas le Congo. Attends, s'il te plaît. Je ne répondrai pas. Je ne répondrai pas parce que tu veux m'amener ici à accréditer, à crédibiliser des gens qui racontent n'importe quoi dans un français approximatif. Il faut des fois s'arrêter pour comprendre ce qu'il veut dire. Hein, j'ai vu, on m'a montré ça, j'ai fini quand même par regarder des fois quand on m'a... Moi je ne suis pas ce genre-là. Tous ces gens-là dont vous me parlez, même la dame là aujourd'hui, j'entends parler, Denise, comment on dit ce je la suis jamais. Moi je suis comme ça, je n'aime pas l'abrutissement. Attendez, je ne peux pas, attendez. Mais vous, j'ai dit, dans cette relation, on a pris du ramassis, on a mis dedans. Il a quelle qualité? Il est quoi? Toi, tu peux m'en donner son statut? Quand le protocole d'État n'existe plus, c'est cela le résultat, non? Il est qui, quoi? Il a fait quelles études? Il a déjà fait ses preuves dans quel domaine? Toi, tu les connais? Pour que moi, je vienne répondre sur ces accusations infondées? Mais il ne faut pas rigoler. Moi, des gens que je ne suis pas. Ah, d'accord. Denis Duchot, excusez-moi, hein? Les gens vont trouver sa prétention. Il y en a un autre qu'on appelle, je ne sais pas... Dinosaure. Il y a des gens comme ça, un autre qu'on appelle Guili. Je ne peux pas, j'ai l'impression de m'insulter quand je prends mon téléphone pour suivre quelqu'un qui est en train de m'abrutir. Donc je suis l'abrutissement. Donc moi-même je décide de m'abrutir. Mais mon Dieu, moi je suis des gens qui m'apportent quelque chose, qui m'apprennent, qui m'amènent à douter de moi. À me demander si mes connaissances à moi suffisent pour que je conclue. Parce que je ne dois pas me nourrir aussi de ce qu'il dit. C'est cela. Je ne peux pas, c'est impossible. Ça ne passe pas. 30 secondes, alors qu'en 50 secondes, mon cerveau cale. Alors, mais comme chez eux, tous ceux qui sont haut placés sont très contents. Et Guili parle, on donne même aussi au plus haut placé. À ça, n'importe quoi. Alors, hein? Mike, n'importe moi, je ne suis pas là-dedans. C'est-à-dire, écoute, hein, c'est pas être prétentieux. Parce que j'ai quand même été élevé avec une certaine rationalité. Je suis allé à l'école. Il y a des choses qui ne passent pas avec moi. Et les quartiers, ça ne passe pas. Pour essayer un peu d'éclore ces chapitres, pour prendre d'autres sujets, Mike, qu'est-ce que je suis sûr qu'aux États-Unis, les protocoles d'État, n'en arrivent pas. On a amené des ploucs. Un type qui a dit...
Moukibaye. Ben oui, on a des ploucs, comme j'ai dit. Un type qui a dit, voilà, je suis à la Maison Blanche, regardez-moi. Pour impressionner ce monde. C'était quand même événementiel. Hein, pendant que les journalistes qui étaient là étaient restés dans leur chambre d'hôtel, il y a un plouc qui fait son spectacle, qui livre à la face du monde. Oh mon Dieu, le Congo est descendu très bas. Mais du moins, c'était un plouc événementiel. C'était c'est quoi? Le plouc l'a fait. On devait amener une délégation. Éléphantesque. Et j'ai vu même un ministre dehors. Ouais, des ministres qui n'ont pas assisté à la... Mais ils sont allés faire quoi, les ministres? Celui de l'économie. L'accompagner en quoi faisant? Pour réunir la conférence de presse là, d'après la signature, c'est la poste de signature. C'est pourquoi ils ont tous voyagé. C'est toute une conférence de presse adressée à l'opinion congolaise. Ces gens-là pouvaient rester ici. Et bien la réunir ici. C'est dommage, quel ridicule. J'ai vu un ministre. Moi, à la place, j'ai resté à ma chambre d'hôtel. Parce que, bon, je suis dans un gouvernement caporalisé, je n'ai pas le choix. On me dit, monsieur, on t'embarque, on va aux États-Unis, j'arrive, je vois ça. Jamais, jamais je me montrerai sur les images, là, dans la rue, entendez. Je vais aller à l'hôtel, hey, quel ministre de la République. Hein? Avec de gros dossiers, là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait sous les selles. Mais Mike... Oh! Mike Moukibaye, si... Tu dis, je vais te donner un exemple. Ça, c'est Mouzito qui m'a raconté cette histoire. Mouzito est Premier ministre, il reçoit le roi de Belge. Il l'accueille à l'aéroport, l'amène là où il était logé. Le roi rentre, c'est Mouzito qui le raccompagne à l'aéroport. Ils sont sur la banquette arrière, dans la même voiture, tous les deux. Mouzito lui lance un peu des blagues, le roi s'y accroche. Il sourit et tout ça, on dit, tiens, je peux le retenir un peu à l'aéroport, le temps de familiariser vraiment, de se familiariser avec lui. Ils arrivent à l'aéroport, Mouzito demande au roi de Belge, mais est-ce qu'on ne peut pas rester 30 minutes? Tu sais ce que le roi de Belge a fait? Ça, c'est Mouzito qui m'a rapporté, il a envie. Oui. Tu sais ce que le roi de Belge a fait? Il s'est retourné vers le protocole, a posé le problème, le protocole lui a fait ça. Impossible. Là, c'est des gens sérieux. C'est pas ce que tu as vu là. Il y a un agenda. Il y a un agenda clair, les gens savent utiliser le temps. Mais quand tu te rends compte, quand tu vas dans un pays, comme quand tu arrives ici, tu vois que les gens ont tout le temps le temps. Hein, qu'ils ont le temps, que ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui, ils peuvent le renvoyer à demain, comme m'ont dit mon aîné José Makila tout le temps. C'est un régime de procrastination qui renvoie toujours à demain ce qu'il y a à faire aujourd'hui. On n'évoluera pas, le Congo ne se développera pas. Mike Moukibaye, nombreux se posent également des questions si ces différentes négociations n'arrivaient pas à... Nous n'avons pas les choix. La paix. Quelle pourrait être... Nous n'avons pas les choix. L'alternative. Il n'y a pas d'alternative. Nous n'avons pas le choix. À moins que le monde change d'approche. L'approche du monde, à ces jours, des négociations pour ouvrir la possibilité de régler la crise par ses racines. Les causes profondes de cette crise doivent être réglées cette fois-ci. Ça fait 30 ans. C'est ça l'option que le monde a prise. À moins que le monde décide autrement, qu'une ou l'autre partie prenne le dessus militairement. Et ce qui ne va pas nous aider. Ça ne va pas nous aider. Si l'une ou l'autre partie. En tout cas, le monde a levé une option et elle reste celle-là d'actualité, à savoir pas de victoire militaire. Ça c'est clair. Ça c'est clair. Et vous avez même remarqué qu'en 2000, je pense, 2024 ou 2023, la République démocratique du Congo a tenté d'obtenir le soutien de la MONUSCO. Ça lui a été refusé à l'instigation des États-Unis. Alors que Kabila, s'il avait gagné la guerre, c'est entre autres parce qu'il avait obtenu l'appui de la MONUSCO qui avait même mis en place une brigade spéciale à cet effet. Ce que Félix Tshisekedi n'a pas pu obtenir parce que l'option est claire maintenant, ça dure trop longtemps, il faut s'attaquer aux causes profondes. Si une partie prend le dessus sur l'autre, qui a une victoire militaire, ça va être la loi du plus fort, c'est la loi du vainqueur qui va s'imposer. Il faut éviter que la loi du vainqueur ne s'impose. Mais même Moukibaye, nous sommes là maintenant à 2 semaines déjà, selon ce qui s'est passé à Doha. On nous avait dit dans 2 semaines on va... Les plus grands problèmes, les protocoles qui est resté. Non. Nous sommes à 2 semaines. Il n'y a pas de protocole à signer aussi vite que cela. C'est des protocoles à négocier. C'est 8 protocoles. Ils nous ont dit... Et ça signifie rien, non, mais nous sommes à plus de 2 semaines. Le problème, c'est que je ne sais pas qu'est-ce qui se passe chez les Africains. C'est à eux maintenant de prendre l'initiative.
Je ne sais pas, peut-être qu'il faudra bien que ça bouge un peu ici, là, pour que finalement on décide quelle capitale reçoit ces discussions. Et sous la médiation elle est plus ou moins connue. Nous avons une partie EAC, une partie SADC, et puis il y a le président togolais. Même si par ailleurs certains estiment qu'il n'a pas le profil, qu'il a changé sa propre constitution chez lui, qu'il n'est pas un modèle pour lui confier une mission de cette hauteur-là, c'est ça le problème. Mais qu'est-ce que tu veux? Si l'Afrique l'impose, nous n'aurons pas le choix, on va les subir. Mais c'est aux Africains. Et si ça traîne, c'est pas bon. C'est ce qui favorise. Ah, si ça traîne, ce n'est pas bon. Mais c'est pas bon, mais c'est ces flottements qui a favorisé l'intensification des hostilités. Parce qu'à l'époque, au moins, les Qataris étaient là, ils se sentaient responsables, non? Oui. Et chaque fois que les hostilités prenaient avec intensité, ils tapaient quand même du poing sur la table, ils dénonçaient, ils interpellaient le parti. Il n'y a personne pour interpeller le parti. Et j'ai l'impression que Donald Trump est si loin, quand il a obtenu, lui, son succès diplomatique, oui. les restes, c'est comme si ça ne les préoccupe pas beaucoup, quoi. À l'époque, peut-être qu'ils réagissaient, les Américains, avec une certaine spontanéité, parce que peut-être le Qatari le bousculait. Ah, d'accord. Ouais. Et maintenant, là, Japon, c'est comme là, on est en train d'échanger. La population est en train de fuir vers Uvira. La population des Sangé et Luvungi se dirige vers Uvira. Je l'ai appris comme toi. Je n'ai pas de commentaire particulier à faire. J'ai subi cette guerre comme toi. Mais c'est triste pour moi d'apprendre chaque jour que des Congolais meurent. J'ai vu une image d'un enfant tué par les éclats d'une bombe. Je ne sais pas si j'arriverai à chasser cette image de mon esprit. Elle me hante. Les éclats d'une bombe qui ont pris l'enfant. C'est quand même grave. Qu'est-ce que tu veux? On l'a subi, cette guerre. Maintenant, il y a certaines personnes qui estiment que si les combats arrivaient vers Uvira, ce serait un peu très compliqué de continuer des négociations. C'est vrai, vous venez là de dire également que ça pourrait déterminer... Ça va être un test. Ah. Ça, j'analyse de manière objective, hein. Sans parti pris. Oui. Donc, je reviens à mes anciens amours de chroniqueur. Oui. Ça va être un test. Ça va être un test pour voir comment la communauté internationale réagit. Quelle est la voie qui s'ouvre devant nous? Mais si ces rebelles arrivaient à Uvira, est-ce qu'ils pourraient continuer dans les négociations ou bien ils vont se dire que non? De toutes les façons, à ce stade, il n'y a pas de négociation. Il faut commencer par installer un processus. Le processus est au point mort. En fait, le processus de Doha est arrivé à terme. L'émir du Qatar a cherché juste une voie pour préserver son image. C'était une voie de sortie. Il dit non, je ne peux pas continuer à suivre ces gens. Ça fait 9 mois, 8 mois, ben, ça me suffit comme ça, j'ai autre chose à faire. Il a trouvé une belle voie de sortie. Il obtient de deux parties la signature de l'accord cadre et puis une visite au Rwanda qui a été interprétée comme ça l'a été. Et au Rwanda, on a parlé d'une visite. Ici, c'est presque une escale. Là-bas, c'était une visite. Ici, c'était une escale. Il a fait du moins... Non, là-bas, il était en visite. Ici, il était en escale. Bon, il a montré au monde qu'il est bien avec les deux parties. Ben, écoute, c'est bon, c'est bon. Bon, ben, écoute. Et puis, même si, par ailleurs, il a traduit son penchant pour le Rwanda. Il l'a trahi. Mais dans son tweet, quand il parle de Kagame, il parle de mon ami. Ce n'est pas le cas quand il parle de Félix Tshisekedi. Mon ami, il est allé à une ferme lointaine, en privé. Un t-shirt. Un t-shirt. Ouais. Je comprends un peu. Il se sentait chez lui, quoi. C'est clair. Et puis, il y a eu tout le débat ici, puisque les gens n'y comprenaient. Ils ont de gros intérêts là-bas. Les gens pensent que nos mines, il suffit de dire que nous avons les mines, les gens viennent. Nous n'avons pas créé de conditions pour l'exploitation des mines. À part les quelques multinationales qui se risquent quand même de venir. Sinon, les conditions n'ont pas été créées. Ben ok, au-delà des conditions qui n'ont pas été créées, maintenant, nous n'avons presque plus de réserves certifiées. Donc, quand un investisseur arrive ici, il commence à zéro. Il faut de l'exploration. Mais combien est-ce qu'on peut se demander depuis que Félix Tshisekedi est là en 7 ans de règne, 1 mégawatt d'électricité qu'il a ajouté à la desserte en énergie électrique, c'est où? Nous n'avons pas du courant. Il n'y a pas de route. Internet ici, je suis en train de me plaindre depuis
14 heures. Ouais, ouais. Internet avec Orange. Je ne fais pas de la contre-publicité pour vous, Orange. Hein. Sorry, mais Internet avec Orange depuis 14 heures ne passe pas. Dans le monde qui est devenu essentiellement numérique, numérisé. Mais vous vous rendez compte un peu? Et puis on dit, non, on va amener vous allez les amener où, les investisseurs? Je veux vous dire encore une chose. Regardez, oh c'est dommage, le Congo. Nous ne comprenons pas. Et même la formation de nos enfants, elle n'est pas adaptée aux exigences technologiques d'aujourd'hui, contemporaines. Vous voyez, c'est que par exemple, Microsoft est en train de réaliser comme projet à Nairobi. Ils vont installer un gros data center, je crois que c'est un projet d'1 milliard ou même plus. Pour des entrepreneurs. Mais ils sont sûrs d'une chose, qu'ils trouveront une main-d'œuvre qualifiée sur place, sur le plan technique. Ok? Ça va leur coûter moins cher avec une main-d'œuvre qualifiée, plutôt que d'importer la main-d'œuvre à payer comme expatrié. Vous pensez que nos universités ici forment des techniciens dans le secteur numérique à ce niveau? Non. Si Microsoft s'installe ici, s'il a besoin de 200 techniciens de ce niveau-là, il va en importer 199. Est-ce que l'ISTA est au niveau? Est-ce que la faculté des polytechniques est à niveau? Nous avions ici à l'IBTP le premier laboratoire de béton. Le tout premier laboratoire en Afrique centrale pour l'expérimentation de béton que nous avons détruit avec le pillage de 1991. L'avons-nous reconstitué? C'est ça la force d'un État. Investissons-nous dans l'homme? Rien. Nous avons des classes maintenant de 200 enfants. Nous allons avoir davantage de diplômés, avec Félix Tshisekedi, plus d'abrutis. Je ne sais pas si nous comprenons. C'est cela la question. Comment nous comprenons le développement du Congo? Moi, je ne peux pas m'expliquer le comportement de nos dirigeants. Vous voulez faire venir des investisseurs, mais il est personnel, il n'est pas qualifié. Nous ne travaillons pas à investir. Regardez, excusez-moi de revenir à ça. Regardez un homme, il est mort personnel. Je crois qu'il faudra le décorer un jour. Qui? Moïse Kanda. Il a créé la seule grande école d'informatique que nous avons ici. Il a créé cette école dans les années 70. C'était un visionnaire, je t'en prie. Cette école totalise 50 ans d'existence. C'était un petit visionnaire. Est-ce que l'État l'a subventionné, l'a aidé? Regardez comment l'État travaille main dans la main avec les intelligences. Martin Kanda. Ce n'est pas Moïse, Martin Kanda. Regardez comment les États-Unis travaillent avec la main dans la main avec des intelligences comme Elon Musk et les autres. Un jour, je pose la question à Matata Pognon. Je dis, mais comment vous ne subventionnez pas cette école-là? Et d'ailleurs, le promoteur s'est plaint qu'il est soumis à de taxes et ainsi de suite, et c'est très lourd pour lui. C'est quand même une œuvre au bénéfice de l'intérêt public, au bénéfice de l'intérêt général, de l'intérêt public. Ma tante m'a dit, je l'ai reçu ici. Ah, ben ça me coupe là, je ne sais plus quoi répliquer à ma tata, mais quelques 2 jours après, je rencontre Martin et Kanda. J'ai dit, bah, écoute, toi tu te plains trop, mais moi je vis le Premier ministre Matata, c'était lors d'un dîner de presse, j'ai posé son problème. Et le Premier ministre m'a dit, bah, qui t'a reçu? Martin Kanda m'a dit, il m'a reçu comme le patron de l'association des personnes handicapées, pas au nom de mon école. Mais mec, tu te rends compte? Ouais. Quand on fait, qu'est-ce que l'État a fait? Mike, pour Isipa. On va finir. Il n'y a même pas une politique là-dessus. Rien. On finit très rapidement avec la question dans l'Est. De plus en plus, l'opinion dans l'Est ne croit plus, ou soit ne croit pas à ces négociations. Parce qu'en suivant, j'ai suivi en tout cas les réactions de la population concernant les négociations, même concernant l'entérinement. La population dit ceci. Il faut créer cet espoir. Il faut être franc avec le peuple. Et ça pourrait... On a signé un accord. Il faut dire c'est quoi cet accord. Et se battre pour obtenir sa mise en œuvre au mieux des intérêts de la République démocratique du Congo. C'est ça. C'est normal qu'un peuple, dans des circonstances comme celle-là, c'est que ce peuple-là vit tous les jours, c'est normal qu'il désespère, qu'il ne sache plus à quel sens se vouer. Félix Tshisekedi est loin de ce peuple-là. Même aller à Béni, pas au front, un peu plus loin, il n'y va pas. Ah, donc ça serait intéressant que les... Ah, ben s'il décidait pour aller consoler son peuple. Ouais, ils se sentent vraiment abandonnés.
C'est normal qu'ils désespèrent. C'est à nous de créer cet espoir. Ah, d'accord. Mais de les créer, pas seulement dans le discours, par le comportement. Il faut que nous nous comportions comme un État en guerre, et non que nous ayons des ministres qui minimisent que le Congo, c'est 2 435 000 km, 410, si je pense, kilomètres carrés, et que donc, et les ministres qui t'étonnent que quand les gens viennent ici, ils disent, mais nous croyons qu'il y avait guerre jusqu'à Kinshasa. Mais ça, c'est l'impression que les gens de l'extérieur, quand ils te le disent, ça ne peut pas influencer ton point de vue. Quelqu'un qui voit les choses de loin, il imagine que c'est une guerre qui couvre tout le territoire. Et quand il arrive, il les dit à toi, ministre, toi tu dis oui, voilà, et tu viens les répéter comme un perroquet dans les médias. Non. Mais Mike, le pays est en guerre. Ok? Mike, on prend un autre dossier très rapidement. Il y a une sorte de dispute, bon, pas des disputes, mais une sorte de, j'ai parlé d'incompréhension entre le ministère des Finances et la Banque centrale concernant la modulation des recettes. Selon les ministères des Finances, il y a effectivement baisse des recettes à cause des... Et vous pouvez comprendre combien, vous pouvez comprendre combien, vous voyez, dans un même pays, il ne s'agit pas de... J'ai lu la presse dit que les analyses divergent. Il ne s'agit pas des analyses. Non. Ils se contredisent sur les chiffres. C'est grave, ça. Je ne peux pas comprendre. Et ce n'est pas une guerre interne. Non. Je ne sais pas. Moi, je ne suis pas dans la cuisine de Wameso. Mais je ne peux pas comprendre que deux institutions qui sont chargées de questions aussi sensibles, entre autres, comme l'économie, ne s'accordent pas sur les chiffres. Parce que ce n'est pas eux qui fabriquent des chiffres. Ouais. Ce n'est pas elles. Chacune qui fabrique des chiffres de son côté. Donc, ces chiffres sont produits. Mais comment ils se contredisent sur ces chiffres? Donc, tout ce qu'on nous a toujours dit est faux. Parce que les chiffres sont produits par la DGI, par la DGA, par les régies. Mais comment Doudou présente ses chiffres à lui, et Wamos aussi des siens. J'ai tant à croire, plutôt à prendre au sérieux Doudou Famba. Je trouve qu'il est technique depuis qu'il a... Il y a la méthode, il travaille. Wamos est arrivé tout de suite avec une mesure d'éclat. Ce qu'il a voulu faire passer pour une mesure d'éclat, l'appréciation du franc congolais face au dollar, ça s'est retourné contre lui. Il n'a pas pu gérer ça. Est-ce qu'en arrivant, il nous avait dit qu'il avait l'objectif de consolider le franc congolais en termes d'appréciation face au dollar? Et c'était quoi les taux qui s'étaient fixés? Non, c'était comme ça, quelque chose d'hasardeux. Il a voulu mettre ça à son bénéfice et ça s'est retourné contre lui. J'ai comme l'impression qu'on a affaire à un alchimiste plutôt qu'à un gouverneur de banque centrale. Mais Mike, comment expliquer le 2 séréniste? Et tu sais, nous avons énormément peur. Lui, Wameso, il ne sent pas l'impact de cette appréciation du franc congolais. Nous avons perdu sérieusement notre pouvoir d'achat. Le carburant que tu achetais à 20 $, tu l'achètes plus à 20 $, tu achètes à plus de 20 $. Ouais. Si tu achetais 15 litres à 20 $, aujourd'hui c'est 11 litres. Nous, on a perdu notre pouvoir d'achat pendant que lui est en train de se flatter. Ouais, le dollar chute. Nous, on perd notre pouvoir d'achat. Qui a-t-il à gagner avec un franc congolais qui s'apprécie, mais pour que nous on perde le pouvoir d'achat? Je préfère un franc congolais qui se maintient à 28 000 contre 10 $, 28 000 francs. Et puis, par la suite, vous augmentez de salaire. Là, le pouvoir d'achat va en faveur des consommateurs. Nous, on a perdu énormément. Les ménages, nos femmes se plaignent. Alors, j'ai tendance plutôt à dire qu'il faut croire à la thèse de Doudou Famba. Il a été là, méthodique, il nous a présenté des choses, et se sont bien passées, jusqu'à ce que l'alchimiste arrive. L'alchimiste. Mais c'est de l'alchimie ce qu'il nous a fait là. Mais il y a un gros risque. Selon plusieurs économistes, on pourrait même avoir un problème de paiement des salaires des fonctionnaires. C'est très sérieux. Mais tu peux t'imaginer même, quand vous parlez même des investisseurs, plus de 2-3 milliards. Quand vous voulez même faire revenir les investisseurs. Mais les investisseurs sont là, très attentifs, avec l'œil rivé sur l'évolution de l'économie. Mais si déjà vos propres dirigeants n'avaient pas accordé sur les chiffres, ils peuvent peut-être avoir des divergences sur les analyses. Ouais. Comment chacun interprète. Mais là, eux, se contredisent sur les chiffres, c'est très grave. Et maintenant, il y a même... Alors, il faut demander à l'alchimiste de revenir à la réalité. Il est déjà rattrapé
par son fameux succès du franc congolais. Alors, qu'il se montre modeste, monsieur. Monsieur l'alchimiste, montrez-vous modeste. C'est quand même très grave. Alors là, maintenant, bon voilà, je vais essayer un peu de lire ce tweet du ministère des Finances. Il est important de souligner que cette analyse est erronée et inexacte, basée sur les recettes cumulées et comprenant même des avances fiscales. Dans ces contextes où la coordination des politiques économiques est plus que nécessaire. Les cadrages du Fonds monétaire international pour les derniers trimestres de l'année 2025 ainsi que les données des administrations financières confirment la perte des recettes suite à l'appréciation du franc congolais. Là, il dit même que c'est les cadrages du FMI qui confirme même la perte. Bon, je crois que le débat est clos. C'est pourquoi je demande à l'alchimiste de se montrer modeste. C'est clair. Mais jusqu'à présent, on ne sent pas ni la réaction du président de la République. Non, c'est pas une affaire du président. Il ne va pas venir trancher là-dessus. Mais c'est lui qui doit répondre. Je crois que c'est au niveau, comment ils appellent ça, de la Troïka. Non. C'est une affaire du vent. Vous savez, ici, on responsabilise trop les chefs de l'État. Mais c'est vrai qu'en fait, en réalité, c'est lui le véritable chef. Exactement. Parce que c'est lui le numéro 1 de la majorité. Mais ça, ce sont des questions. C'est lui qui doit nous répondre en 2028. Non. La Troïka, non. Cette question doit trouver de réponse au niveau de la Troïka et la chef du gouvernement doit trancher, mais politiquement trancher avec prudence. Il ne faudra pas humilier l'un ou l'autre. Il faut le faire avec beaucoup de prudence. Ça, ce sont des aspects humains et politiques dans ce genre de débat. Voilà. On prend également une question très rapidement, Mike. L'insécurité à Kinshasa. Jusqu'à présent, on ne sent pas la réaction ni de la police, ni du ministère de l'Intérieur. On ne sent rien. Entre-temps, j'ai suivi Bumba qui dit que les chiffres, selon les rapports en sa possession, les chiffres illustrent clairement qu'il y a baisse. Mais du moins, sur les terrains, on sent que... Mais est-ce que ces chiffres ont été présentés? Vous les avez analysés de manière comparative? Moi, je ne sais pas. Moi, je suis pas journaliste. Si au moins, tu me les avais présentés, mais ces chiffres, j'aurais un avis un peu plus précis. Le plus grand problème dans cette question de lutte contre l'insécurité, c'est d'abord cette question de compétences partagées entre le pouvoir central et les provinces. Nous en avons souffert. Ah, d'accord. Nous avons souffert. Mais quand vous allez aux dispositions constitutionnelles, il est clair que les provinces disposent aussi de pouvoir en matière de police. Ça, c'est vraiment clair. Mais il est difficile que le gouvernement, par exemple, ait de l'autorité sur le commissaire provincial de Kinshasa. Ah, il vous dira que moi, je m'en remets à mon chef hiérarchique qui est qui? Le numéro 1 national, le patron. C'est cela. Il faut d'abord régler cette question. Comme bien d'autres questions, Bumba en souffre beaucoup. Bien d'autres questions dans les secteurs, par exemple, du foncier, urbanisme et habitat, des compétences reconnues aux provinces sont plutôt accaparées par le pouvoir central. C'est une question fondamentale. Je crois qu'il faut que Félix Tshisekedi règle bien, arbitre bien cette question-là. Ça cause beaucoup de dommages aux provinces, là où même les provinces peuvent lever. Bumba a l'idée de lever une nouvelle taxe, là, par exemple la taxe d'emballage, qui peut lui permettre de produire de l'argent, parce qu'il n'en a pas assez pour pouvoir faire face à tous ces grands travaux. Il doit dépendre le plus du gouvernement central avec la rétrocession, mais la rétrocession ne vient pas en termes de 40% comme prévu par la Constitution, c'est de manière arbitraire, et chaque fois que le gouvernement décide d'envoyer centaines, 200, 650 millions de dollars, au finish, ce n'est pas les 650 millions de dollars qui viennent. Donc, il faut bien régler ces questions, pouvoir donner aux provinces de compétences. Et c'est dommage qu'à ce jour, Félix ne s'y penche pas. Il faut qu'il s'y penche, qu'il arbitre entre son gouvernement et les provinces. Mais la question de l'insécurité, c'est une question de moyens. Je regrette beaucoup qu'on dépense beaucoup d'argent à la présidence de la République. Là, en 2005, tu as les chiffres, on atteint quasiment les milliards de dollars, là où la ligne budgétaire était de moins de 500 millions de dollars à la présidence, alors que nous devons faire face à des besoins les plus cruciaux. La sécurité de la population. Remarquez, je vais vous donner un élément. À la présidence, pour 2025, on a dépensé près d'un milliard. D'ici fin décembre, on va peut-être dépasser le milliard. Mais tu sais que dans le budget de 2026, tu sais combien de fonds sont prévus en ce qui concerne les activités de l'Office de route, qui est un établissement très important, parce qu'en fait, c'est lui qui s'occupe de nos routes nationales. Tu sais combien d'argent on a prévu pour l'Office de route? Le pauvre DG. Ah, il pleure, j'ai pitié de lui. 500 millions.
C'est quelques 200 000 $ par an. Pour toute l'année, office des routes. Dans le budget. Et ça, Soumina a laissé passer. 500 millions, s'il te plaît. Pour toute la République. Ça, c'est pour faire quoi? C'est pour acheter des caillasses, quelques tonnes. Et l'OVD, la voirie, drainage et tout ça, l'OVD va dans le milliard, pour toute la République. 1,3 milliard, mais à la présidence, en 2025, 1 milliard de $. Rien que pour la présidence. Et vous croyez qu'avec une telle ventilation des dépenses de l'État, Félix Tshisekedi peut assurer le développement de la République démocratique du Congo? Impensable. Mais Mike, pourquoi... Je désespère. Il y a une question, bon, l'opinion se pose également des questions. Pourquoi jusqu'à présent n'y a-t-il pas toujours des procès contre les généraux? Ah, cette question, je m'interroge. Je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas comprendre que jusqu'à présent, il n'y a pas de procès. J'ai entendu, ils sont radiés, certains sont radiés de l'armée. Non, la radiation ne peut intervenir qu'au terme d'un procès. C'est la justice qui peut décider. Oh. Seule la justice militaire, de la radiation des militaires. Il n'y a pas une autre instance. Ok? Mais on a vu, je prends les cas de Christian Chiwewe qui est radié. Non, il n'est pas radié. Jusqu'à présent? Non, il n'a pas été jugé. Comment il va être radié? Mais il y a je crois qu'il y a eu une mise à disposition. Mais les gens ont mal compris les choses. Ça a été une mise à disposition, je crois, au niveau de l'état-major qui a été interprété comme une radiation. Je ne sais pas, quelque chose comme ça. Mais j'ai entendu les porte-paroles de l'armée reconnaître finalement qu'il y a plus d'une vingtaine d'officiers généraux et des dizaines d'officiers supérieurs en détention pour des questions qui touchent à la sécurité nationale. Bon, je ne m'en mêle pas, j'ai dit des questions de sécurité nationale, je n'ai pas assez d'informations, mais il a dit qu'il donnait des garanties sur le respect de leurs droits. Mais leurs droits ne sont pas respectés. Pas du tout. Pas du tout. Qu'est-ce qui se passe? Je te prends l'exemple, j'en cite un seul. Mais d'abord, il y en a qui sont là depuis des années sans jugement. Le cas de Philémon Yave. Il a été arrêté en 2021. Et d'ailleurs, le chef de l'État s'est expliqué là-dessus à New York. Il disait que je ne suis pas très au courant de ce qui s'est passé. Il semble qu'il était accusé d'intelligence avec l'ennemi. Je vais voir ça à mon retour du pays. C'est depuis 2021. C'est injuste. Qu'est-ce qu'il a fait, le pauvre? Djadjidja, l'autre général, lui poursuivi dans l'affaire chez Béa, jamais jugé. Le procès a été clos. Les autres ont été condamnés. Djadjidja. Je prends le cas quand on parle de leurs droits. Que non, le porte-parole de l'armée dit nous respectons leurs droits. Mais c'est grave ce qui se passe. Je prends le cas de Franck Toumba. Il dit donc sa femme n'a pas droit d'accès auprès de son mari. Oh, c'est vrai? La dernière fois qu'elle l'a vu remonte il y a 2 mois. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Pour que sa femme n'accepte pas. Et quand elle y accède, tu sais c'est à quelles conditions? À quelles conditions? Ah, elle arrive dans un bâtiment donné, elle est bandée. Oh. Et puis, quand elle est débandée, elle est devant son mari. Elle ne sait pas situer là où il est en détention. Vous vous imaginez un peu? Donc quand elle va voir son mari, elle en sort plus traumatisée. Et je connais le cas d'un autre, je ne peux pas les citer. Quand sa femme l'a vu pour la première fois, elle y est allée bandée. Quand elle est revenue, l'ami avocat qui l'a accompagné dit qu'elle pleurait plus que avant d'aller voir son mari. Tu peux t'imaginer une femme qui va voir son mari bandé, les yeux bandés? C'est quelle méthode ça? C'est quelle méthode ça? C'est quoi ça? Bandé. Mais je te l'ai dit. Je te l'ai dit. Ce sont les témoignages que moi j'ai recueillis. Les yeux bandés. Et le cas précis que je cite, celui de Franck Toumba. Ça, la pauvre dame. La pauvre dame. Mais est-ce que ce n'est pas parce que les faits reprochés à eux... Ah, les faits reprochés à un individu créent des comportements extra-légaux. Mais si ou comportements extra-légaux. Non, mais je te dis, quand on parle de la sécurité d'État, ça signifie qu'en ce moment-là, vous sortez de la légalité, vous pouvez imposer des traitements de ces genres. Et dites-moi, la loi, elle est là. Vous opérez en vertu de la loi. Et pourquoi puisque ça fait 2, 3, 4 mois. Il n'y a pas de procès. Que ces gens sont tout le temps détenus. Mais présentez-les devant leur juge. C'est ça également la question. Ou au moins commencer en tout cas à permettre à leur famille d'accéder à eux, leurs enfants.
Ça, c'est un droit fondamental. Il ne se discute pas. Mais alors, ça s'est fait à compte-gouttes, quand ça leur plaît de le faire, et à quelles conditions. Comme moi, c'est deux gens qui m'ont vu. Des proches parents, de ceci ou de cela. Et au départ, je n'y ai pas cru. Je dis non, ça ne peut pas se faire sous Félix Tshisekedi. Non, non, non. Le tas de droit, tel qu'il se bat pour le tas, ça ne peut pas se faire. Et puis, j'ai cumulé des témoignages. Et j'ai confronté, j'ai recoupé. Et donc, c'est vrai. Il y a même les cas des John Tshibang selon sa famille, mais ils ne sont même pas autorisés de le voir. Jusqu'à présent, ils ne sont même pas, s'il se trouve où. Ils ont appris qu'il est arrêté, mais ils ne savent pas il est arrêté où, il est dans quelles conditions. Moi, ce qui m'a été rapporté, non, j'ai eu pitié pour la femme de Franck Toumba. Est-ce que cela peut créer une sorte, ça pourrait décourager ceux qui restent? Je ne vais pas commenter sur la question de l'armée. L'armée est en guerre. Je ne commente pas. Si ça peut affecter, si ça peut influencer, je ne commente pas. Le moral des autres, je ne peux pas. Je ne peux pas commenter là-dessus. On a peur de guerre. Ouais, on va finir par la question. Bon, aujourd'hui, je ne sais pas ce que vous allez un salon honorable. Le salon obligatoire, les lots, samedi. Bon, qui a décrété ça? Bumba? Oui, Bumba. Non, je veux dire à Bumba que sinon il va me pousser à me dresser contre lui. Vous ne pouvez pas imposer. Les salongos est une violation de droit. Mais c'est pour la propriété, c'est pour la salubrité, non? Non, 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 non. À Kinshasa, non. devient de plus en plus... Non. Les citoyens ne peuvent pas assurer la salubrité parce que quand ils s'organisent, qu'ils collectent des déchets, ils ne peuvent pas après évacuer. Ça, c'est la tâche des services publics. N'inversez pas la pyramide. Ah, d'accord. Ça, c'est la tâche. Mais quand vous allez prendre les déchets chez vous, vous le rassemblez. Vous en faites quoi? Et puis vous déposez après. L'État récupère. Les citoyens payent une taxe pour que les services publics s'occupent de ces tâches-là. Les citoyens vont travailler. Ils contribuent au développement du pays. Vous ne pouvez pas m'imposer un travail sans mon consentement. Ça, je l'ai dit à Bumba. J'appelle les Congolais à ne plus se soumettre au salon. Non. Mais je te l'ai dit. La maman, on te regarde na Wendy. Non, jamais. Le travail, il existe ici un code de travail qui détermine dans quelles conditions un citoyen travaille. Je ne travaille que quand je décide, moi, à m'engager. C'est un travail. Non, c'est pas digeste, c'est un travail. C'est un travail, je prends un balai. Je ne pas. Non. Son petit coin. Non. Est-ce que tu sais que devant ma parcelle, dès que j'ai franchi la porte, c'est l'emprise publique. Ouais. C'est vrai, je peux, moi, de manière prompte, spontanée, dire, je mets un peu de la salubrité, mais c'est le travail de l'État. Ah, d'accord. Quand un pays est construit, que c'est bétonné partout, des caniveaux, alors je vais aller balayer quoi? On veut demander aux gens d'aller balayer parce que on n'a pas donné à la ville sa belle robe, quoi. Je ne sais pas si tu comprends. Non, vous ne pouvez pas. Je t'ai dit, attends, allons-y. Grand Migrégro. Je vais maintenant dire à Bumba, pour qu'il se rende compte qu'en fait, il est en train de ramener les comptes. C'est de l'esclavage, les salons. C'est de l'esclavage. Je ne peux pas travailler sans mon consentement. Tu ne peux pas m'obliger à travailler. Pour que je libère mon énergie, je dois dire oui. Et aux conditions que j'accepte. Avec toi. Sinon, je travaille pour moi-même. Alors, pour tester si c'est vrai ce que Bumba veut avoir là, légal, et passe, mais il faut aller demander aux agents de la banque samedi de descendre. Ils vont sortir en consigne, ils vont lui dire, moi je suis juriste, monsieur, je ne peux pas. Mais je te dis, c'est ça la réalité. Ils te diront, je suis juriste, tu ne peux pas m'imposer. On va prendre des pauvres mamans au marché, puisqu'ils n'ont pas le choix. C'est là leur lieu d'activité. C'est quoi, t'es quitté, on peut essayer tout. On fait chanter ces mamans. Je veux bien qu'elles balayent. Moi, je ne les appelle pas la désobéissance civile. Mais ce n'est pas ça un état de droit. Un état de droit, je ne peux travailler que quand je le décide. Toi, tu ne peux pas venir, alors que moi, je suis là, assis derrière un étal, et je paye 200 francs à l'État
pour assurer la salubrité. Donc, vous me demandez un peu ce que je m'en occupe moi-même. Ah non, c'est pas sérieux. Alors, mais, je t'ai dit sur le plan de principe, les Salongo ne répondent pas à l'état des droits. Ah, d'accord. Ils ne répondent pas. C'est une imposition. Mike Moukeba, on finit très rapidement. Le professeur Mbata appelle les Congolais, les Kinois. Oh. Vous vous souvenez pourquoi, Mike? Celui-là, je ne le reconnais plus. Celui qui a chanté, c'est lui. Oh, je ne le reconnais pas. Non, il appelle les Congolais à quadriller les palais du peuple parce que demain, le président va s'exprimer. J'avais du respect pour cet homme. Moi, je l'ai beaucoup accompagné dans son combat. Je lui ai livré des colonnes entières de mon journal qui étaient très lues à Kinshasa. Congo News, c'est News. On a mené un combat ensemble, mais c'est plus le même homme. Je ne savais pas qu'on pouvait passer comme ça d'érudit à comment on s'appelle, à dithyrambiste. Quand il fait des mal. Et puis, vous devez savoir, on doit changer d'habitude. Je crois que ça... Hier, il a appelé des Congolais. Les Congolais ont répondu présent. Ils ont accueilli les chefs d'État. Je t'en prie. Nous sommes en train d'étudier ça. Je crois que mon chef, le chef de mon parti, y a beaucoup réfléchi. Et quand nous serons en responsabilité, si on dit qu'il y a congrès, c'est seuls quelques officiels qui se présentent au palais du peuple. Je ne sais pas, ça vient d'où cette pratique. Quand le gouvernement vient défendre son budget, nous, il faut sortir des fonds publics, amener des militants. C'est pour quel objectif? Moi, je suis allé une fois, pendant que j'étais député provincial, assister à un congrès. J'ai été invité, j'y suis arrivé, je n'avais pas de place. Je suis resté debout. Il y a des gens debout dans le couloir. Vous vous rendez compte un peu? C'est grave. Et vous allez entendre. Lundi, on va entonner l'hymne de l'UDPS. Vous voyez? Lundi, on va entonner. Mais ils vont entonner au congrès chaque fois, c'est ce qu'ils font. Et Félix, il ne s'en plaint pas, il ne condamne pas par la suite. C'est la République privatisée. C'est la République privatisée. On n'était jamais tombé si bas, même avec Kabila, qu'on a combattu ici. C'est quoi le congrès qu'on veut transformer à un moment festif? On appelle maintenant les gens à quadriller quoi? Les palais du peuple. Allez-y, le président nous a donné la paix. Le président a la sécurité assurée, quadriller quoi? Le président nous a donné la paix. Il faut arrêter ça. Je sais que c'est un prétexte pour obtenir des fonds par-ci par-là, je sais. Les entreprises publiques vont être saignées, tu le sais? Oh, oui, les entreprises publiques vont être saignées, selon ainsi de suite. Vous devez débloquer les badlanes, hein? Sinon, monsieur, vous êtes là pourquoi? C'est ça. Cet appel-là, ça va tomber dans la poche de celui qui appelle. Il recevra 200 000, il utilisera 200 000. C'est ça. On sait comment ça se fait. Et tu sais qu'il a fait toutes ces pratiques-là. C'est quoi cette affaire? Je suis allé au congrès, il y avait des gens là, debout dans le couloir. Allez-y demander un peu au service. C'est le service de la présidence qui s'occupe de la convocation du congrès. Allez-y leur demander déjà aujourd'hui ou demain combien d'invitations ils vont livrer. 2000. Mais qui? 3000, c'est tout le monde qui prend l'invitation pour venir dans la salle, qu'on le voit, il va impressionner sa petite copine, son monde. Quand il sort de là, vous m'avez... C'est quelle république ça? Félix, c'est quelle république? Merci. Hein? Ah, Massa, on te congrès. Et comment vous faites, c'est comme vous me dites? Invitation à Kanye, invitation à Pandi, à tiens, les protocoles d'État, mais... Ne comprends pas, ni fait, tu sais que ça se boycott. Nous, c'est comme ça, on présente un budget. C'est le moment où les gens doivent réfléchir. Les gens doivent... Non. Les gens s'attroupent là-bas, commencent à chanter. Tout est devenu fête chez nous. C'est pourquoi nous n'avançons pas. Les gens viennent là-bas avec des drapeaux de partis politiques, AFDC. Ça, c'est l'un des champions en cette matière-là, c'est Baté du Kobois. Lui peut t'aligner comme ça, là, sur un petit espace, 10 000 drapeaux. Mais c'est quoi ça, cette république-là? C'est le moment du congrès. Les chefs viennent, ils parlent à la nation. Il n'a pas besoin de ses partisans dans la salle. Pour faire quoi? Il a déjà sa majorité qui va applaudir pour lui. Ça ne lui suffit pas. Il faut forcément amener des gens qui vont davantage crier « Béton! Béton !»
Merci beaucoup, honorable. Ça n'est fini pour aujourd'hui. On va se retrouver tout prochainement. Merci également à l'assistant de l'honorable Mike Moukeba et Jimmy Carter qui reste toujours près de l'honorable Mike Moukeba et qui l'accompagne partout. Et je pense que ça sera comme ça jusqu'à... Dieu sait. Merci beaucoup, honorable Mike Moukeba. Et on va se retrouver très prochainement. Que les dieux de toutes les inspirations continuent de nous inspirer et de vous inspirer également. Au revoir.